Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Je me présente, je m'appelle Morad, je suis développeur Android chez InnovOrder, qui est une start-up française spécialisée dans la digitalisation des restaurants. Et donc aujourd'hui, on va parler de fuite mémoire dans un contexte Android. Donc premièrement, on va commencer par faire quelques petits rappels sur la gestion de la mémoire dans une machine virtuelle. Ensuite, on va parler méthodologie, quelle est la meilleure façon d'adresser le problème des fuites mémoire sur Android. Et enfin, on va prendre pour exemple quelques fuites mémoire qu'on va s'amuser à passer au peigne fin. On va commencer par s'intéresser à deux composants mémoire super importants, qui sont la stack et la heap. Donc la stack, c'est quoi? C'est la région mémoire dans laquelle on va stocker toutes les variables locales. Donc toutes les variables locales que vous allez déclarer dans un bloc d'instruction, que ce soit une fonction, que ce soit un bloc init, que ce soit un constructeur secondaire en Kotlin, vont être stockées dans la stack. C'est également la même chose pour les paramètres de fonction. Chaque thread a sa propre stack, donc ça en fait une région mémoire qui est thread safe. Toutes les variables qui existent dans la stack le sont tant que le bloc d'instruction n'est pas terminé, ou tant que la fonction n'a pas return. À la seconde où l'interpréteur va arriver à l'accolade fermante, eh bien les local variables vont être retirées, vont être libérées de la stack. La stack est très petite comparée à la heap. Sur Android, on a une stack unifiée avec la stack Android qui est à peu près de 1 mégaoctet. Et enfin, si jamais il n'y a plus de mémoire dans la stack, dans ce cas-là, le système va lever une exception de type Stack Overflow Error. Donc ça peut arriver dans des algorithmes de récursivité, par exemple, avec une condition de sortie qui ne fonctionne pas. De l'autre côté, on a quoi? On a la heap. Donc la heap, c'est la région mémoire dans laquelle on va stocker les objets et les variables d'instance. La heap est partagée par tous les threads, donc ça en fait une région mémoire qui n'est pas thread safe. Et donc c'est à nous, développeurs, d'y faire attention. Dans la heap, les objets qui ne sont pas utilisés sont gérés par le garbage collector. Donc c'est une notion sur laquelle on va revenir juste après. La taille de la heap dépend complètement du device et notamment de la RAM. D'accord ? Sur Android, par application, on a à peu près quelques dizaines de mégaoctets. Et enfin, si la heap est pleine, le système va lever une exception de type out of memory error et donc va faire crasher l'application. Donc j'ai évoqué le garbage collector. Le garbage collector, c'est quoi? C'est tout simplement un système, d'accord, qui va traquer toutes les allocations mémoire des objets qui se trouvent dans la heap. Et dès lors qu'il va trouver un objet qui n'est plus référencé, il va pouvoir récupérer la mémoire allouée de cet objet. Donc en gros, le garbage collector, deux objectifs: trouver les objets qui ne sont plus référencés et récupérer la mémoire allouée de ces objets. Et pour ce faire, le garbage collector va compter sur ce qu'on appelle les GC roots. Les GC roots, c'est des objets un peu particuliers. Ils ne peuvent pas être garbage collectés, premièrement. Et deuxièmement, ils sont de plusieurs types. On peut avoir par exemple des champs statiques, on peut avoir par exemple les threads actifs, on peut avoir des classes système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le GC root, ça va être le point d'entrée du garbage collector. D'accord ? Donc le garbage collector va en fait traverser le graphe de référencement. Et ensuite, la règle, elle est assez simple. À partir du moment où vous avez un objet qui est lié directement ou indirectement à un GC root, et dans ce cas-là, le garbage collector ne peut absolument rien faire. Il ne va pas toucher à la mémoire de ces objets. Donc là, dans ce schéma, tous les objets que vous voyez dans la cadrée jaune ne sont pas garbage collectables. D'accord ? A contrario, lorsque vous avez un objet qui n'est pas lié directement ou indirectement à un GC root, dans ce cas-là, cet objet devient garbage collectable et le garbage collector va pouvoir récupérer la mémoire de ces objets. Et du coup, qu'en est-il des objets Android ? Comme vous savez, on n'a pas une complète maîtrise sur l'instanciation des objets Android. Par exemple, pour une activity, si je veux l'instancier, je suis obligé de passer par un intent. Pour un fragment, je vais pouvoir l'instancier, mais je n'ai pas vraiment le droit de surcharger son constructeur. Je vais être obligé de passer des arguments. Ces composants Android ont un cycle de vie qui est géré par le système. Donc on voit bien que ces objets sont un peu particuliers, et du coup on peut se poser la question, à partir de quel moment ces objets Android sont garbage collectable? À partir de quel moment on peut dire, on s'attend à ce que ces objets soient garbage collectés? La réponse, elle est assez simple en vérité. À partir du moment où le système déréférence cet objet Android, dans ce cas-là, on s'attend à ce que le garbage collector puisse récupérer la mémoire de l'objet Android. Donc pour un fragment, typiquement, ça sera lorsque le système appelle un destroy. Pour la view d'un fragment, ça sera lorsqu'il appellera un destroy view. Pour l'activity, un destroy. Pour le view model, vous avez compris, uncleared. Et du coup, c'est quoi une fuite mémoire dans tout ça? Une fuite mémoire, c'est lorsque vous avez un objet qui n'est plus du tout utile à l'application. Et s'il est plus utile, et que le garbage collector est incapable d'en récupérer la mémoire, ça veut dire qu'on a une fuite mémoire. D'accord ? Donc typiquement sur Android, lorsque vous affichez un fragment dans l'application et que l'utilisateur presse back, le fragment va être détruit, le garbage collector va passer, et si jamais ce fragment est encore référencé par un autre objet, et dans ce cas-là,
il va être incapable de récupérer la mémoire de ce fragment. Tout simplement parce qu'en voyant cette référence, il va penser que ce fragment est encore utile à l'application. Donc vous retrouvez beaucoup de schémas dans la littérature, je trouve qu'il est très explicatif. Une fuite mémoire, c'est tout simplement un objet qui est encore référencé et qui fait partie des objets qui sont inutilisés dans l'application. Parlons des conséquences maintenant. Je vous ai parlé du garbage collector tout à l'heure. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le garbage collector est intrusif, d'accord, et qu'il a un impact sur les performances de l'application. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système Android va stopper le process lorsqu'il lance un garbage collector. Et du coup, plus on va vouloir allouer des objets, plus le système va être à court de mémoire. Plus le système est à court de mémoire, plus il va lancer le garbage collector. Et plus il lance le garbage collector, plus ça va avoir un impact sur les performances, jusqu'à un point où l'application va commencer à perdre des frames, on va sentir des ralentissements, et l'application va tout simplement laguer. Deuxième problème, à cause de ces fuites mémoire, la heap va devenir pleine à un moment donné. Admettons que j'ai 2 mégaoctets de disponibles dans ma heap, et qu'à un moment donné j'ai besoin de 3 mégas, le système va tout simplement rejeter l'allocation et va faire crasher l'application avec un out of memory error. Enfin, troisième cas un peu plus subtil, votre application peut très bien leaker alors qu'elle se trouve en background. D'accord ? Et si jamais le système a besoin de ressources, il ne va pas hésiter à lancer le garbage collector. Le problème, c'est qu'il ne va pas réussir à récupérer de la mémoire. Du coup, ça va avoir un impact sur la gestion mémoire du système cette fois-ci. De ce fait, le système va être contraint de killer l'application alors qu'elle se trouve en background. Le résultat, c'est quoi ? C'est que dès lors que l'utilisateur va remettre l'application en foreground, l'application va redémarrer parce qu'elle a été killée. Donc on peut voir que les conséquences des fuites mémoire ont un impact direct sur l'expérience utilisateur, et c'est typiquement le genre de problème qui peut amener un user à désinstaller une application. Donc on va parler maintenant méthodologie. Donc ça, c'est notre mission. On doit en gros développer une petite application, un simple écran avec la liste des personnages de Rick et Morty, et pour cela on va s'aider d'une API. Donc quelle serait la structure MVVM assez classique pour développer ce type d'écran ? On aurait tout simplement un fragment, un vieux modèle, un repo pour appeler notre API. On ne va pas faire du compose dans cette présentation, on va partir sur une ADC View, donc adapté à Beholder. Maintenant, supposons que l'utilisateur veuille quitter cet écran. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va presser back par exemple. Le système va appeler undestroy, et là le garbage collector va passer. Et là, manque de peau. Android Profiler nous dit que le fragment est en train de leaker, le view model est en train de leaker, le repo est en train de leaker, enfin bref, tous les composants que vous voyez là sont en train de leaker. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est par quelle fuite mémoire je vais commencer. D'accord ? Donc je vais faire le développeur un peu naïf, je vais dire, je vais commencer par le repo par exemple. Alors le repo, je sais qu'il est instancié dans mon architecture par le view model. Et je sais que mon view model, il est plus utile lorsque on appelle onClear, parce que c'est à ce moment-là qu'il est détruit. Je peux très bien supprimer la référence de mon repository dans la fonction onClear. Et de cette façon, le repository, en effet, va pouvoir être garbage collecté. Donc si on rejoue le même scénario, l'utilisateur presse back, le système appelle onDestroy, le garbage collector va passer, et là, en effet, on est super content, on vient de corriger notre première fuite mémoire. Mais est-ce vraiment le cas ? Généralement, lorsqu'on injecte notre repository, que ce soit dans un use case ou dans un view model, on a une variable qui est immutable. Et elle n'a pas non plus d'être optionnelle. Et là, pourtant, on se rend compte que j'ai eu besoin de travestir ma variable. Elle est devenue mutable, ce qui peut ramener des effets de bord, et j'ai dû la rendre optionnelle également, ce qui complexifie mon code. Donc, tous ces codes smell m'indiquent que peut-être je suis parti dans la mauvaise direction. On va oublier cette résolution, et on va se dire, au lieu de s'intéresser au repository, et si je m'intéressais plutôt à l'objet parent qui référence tous les autres objets. Donc dans ce schéma, c'est assez simple à voir, grâce aux flèches notamment, on voit que c'est le fragment qui est à l'origine de tous les autres objets. Et donc si dans ce scénario, maintenant je me dis, j'ai corrigé la fuite mémoire du fragment, qu'est-ce qui va se passer ? L'utilisateur va presser back, le système va appeler undestroy, le garbage collector va passer, et là, on est content, le fragment a bien été garbage collecté. Et du coup, on se retrouve avec un view model et un adapteur qui ne sont plus référencés, de la même façon, ils vont être aussi garbage collectés. Idem pour repository et viewholder. Donc la morale de tout ça, c'est lorsque vous avez plusieurs composants qui sont en train de leaker, intéressez-vous toujours à l'objet parent qui référence des sous-objets. D'accord ? Il y a de fortes chances qu'en corrigeant cette fuite mémoire, vous allez corriger toutes les autres. On va parler maintenant d'outils, et on va commencer par Android Profiler. Donc Android Profiler, c'est quoi ? C'est un set d'outils qui nous permet de monitorer plusieurs métriques. On va avoir la consommation d'énergie, la charge CPU, le network, et enfin, ce qui va nous intéresser, la mémoire, avec Memory Profiler. Memory Profiler fait partie intégrante de Android Studio, donc vous n'avez absolument rien installé.
Et enfin, Memory Profiler va nous aider à détecter les fuites de mémoire. Comment je fais pour utiliser Memory Profiler? Il me suffit de cliquer tout simplement sur le bouton Profiler et ensuite de cliquer également sur la timeline Memory et de démarrer une session. À la suite de quoi, je vais pouvoir afficher ce graphe qui n'est ni plus ni moins la consommation en temps réel de votre application. D'accord? On peut voir d'ailleurs dans la légende juste là qu'on va voir tous les types de mémoire. Donc il y a la stack et la heap que j'ai évoqué tout à l'heure et la heap d'ailleurs qui apparaît sous la légende Java. Donc c'est celle qui est en bleu ciel ici. D'accord? Memory Profiler va nous permettre plusieurs choses. De forcer des garbage collectors notamment et de dumper la heap. Donc c'est un outil en effet qui va nous permettre également de détecter les fuites de mémoire et de les corriger. De l'autre côté, on a Leak Canary. Leak Canary, c'est quoi? C'est un projet open source, plus de 27 000 étoiles, forké à peu près 4000 fois, qui a été développé par Square, qu'on ne présente plus actuellement, et notamment le contributeur majoritaire de cette librairie est un Français, il s'appelle Pierre-Yves Rico. Et enfin, cette librairie va nous aider également à détecter les fuites de mémoire. Pour le setup, rien de plus simple, une unique dépendance dans Gradle. On est très loin du temps où il fallait instrumenter nos fragments et nos activities avec Leak Canary, c'est terminé. Une simple dépendance Gradle et Leak Canary va tourner. Okay, je rappelle que Debug implémentation va consommer la dépendance uniquement dans vos builds de debug. Donc on sera tranquille en production. Et comment va fonctionner Leak Canary? Il va fonctionner en 4 étapes. Premièrement, il va détecter les fuites mémoire en s'attachant au cycle de vie des composants Android. À partir du moment où le système va appeler des onDestroy par exemple sur une activity ou un fragment, il va attendre 5 secondes. Et si le garbage collector n'a pas récupéré la mémoire de cette activity ou de ce fragment, dans ce cas-là, il va en déduire que c'est une fuite mémoire. Deuxième chose, lorsque Leak Canary va détecter 5 fuites mémoire, pas une, mais 5, c'est à ce moment-là qu'il va dumper la heap. Donc dumper la heap, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre une snapshot à un instant T de la mémoire. D'accord? Donc avoir en gros tous les objets qui sont référencés actuellement sur ma heap. C'est un process qui prend du temps et qui va faire freezer l'UI. D'ailleurs, pendant ce temps-là, vous allez voir un toast avec justement un canary en PLS, comme vous pouvez voir là-bas, qui va apparaître à l'écran. Okay? Ensuite, une fois la heap dumpée, il va pouvoir l'analyser. Et son objectif, cette fois-ci, ça va être de retracer la chaîne de référencement de l'objet qui est en train de leaker. Donc en gros, trouver toutes les références du GC-route vers l'objet qui est en train de leaker. Et enfin, Leak Canary va catégoriser les fuites mémoire, donc en 2 types. Soit c'est une fuite mémoire de type librairie, et dans ce cas-là, on aura très peu de contrôle sur la correction de cette fuite. Donc Leak Canary est une base de données avec une liste de fuites mémoire. Ou sinon, ce serait une fuite mémoire qui nous incombe complètement et qui fait partie de notre application. Enfin, dernière partie de cette présentation, on va passer à la partie un peu interactive. Je vais vous montrer des morceaux de code et je vais vous demander de réfléchir et de me dire, ou pas, vous pouvez réfléchir dans vos têtes si vous voulez, si c'est une fuite mémoire ou non. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va parler de dépendance circulaire. On a un fragment, d'accord, qui va implémenter l'interface adapter callback. Il va donner une référence de cet adapteur lors de son instantiation, d'accord? Et ça va servir à quoi? Ça va servir tout simplement à gérer le clic sur un viewholder et de pouvoir appeler le fragment derrière. Donc on a une dépendance circulaire entre le fragment et l'adapteur. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ça constitue une fuite mémoire? Je vois des oui, je vois des non. Ok, très bien. Je vous montre un deuxième exemple. On est cette fois-ci dans une architecture MVP. Comme vous savez, en MVP, le présenteur garde une référence sur le fragment. C'est exactement ce qu'on fait. On va instancier notre présenteur là-bas, on va lui donner this, et en effet, dans notre présenteur, on va référencer la view également. Et on notera également que dans le onDestroy, le présenteur, il va appeler onClear, mais j'ai commenté la ligne. D'accord? Je ne déréférence pas la view. J'ai oublié de préciser, excusez-moi, le postulat pour savoir si c'est une fuite mémoire ou pas, c'est naturellement que l'utilisateur quitte le fragment ou quitte l'activité. D'accord? Donc je vous repose la question, est-ce que vous pensez que ce code constitue une fuite mémoire ou pas? Non, oui, je sais pas. Ok, on va voir. En fait, dans les 2 exemples de code que je vous ai montrés, non, ce n'est pas une fuite mémoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? On a le GC-route qui, à un moment donné, va instancier le fragment. D'accord? On affiche le fragment à l'écran, le GC-route va l'instancier. Ça sera certainement indirectement. Là, j'ai simplifié un peu le schéma. Le fragment va référencer le présenteur et le présenteur lui-même va référencer le fragment. L'utilisateur va presser back. On va passer par onDestroy, et là, regardez bien, la référence du GC-route, du moins du système, a disparu. D'accord? Ce qu'on a dit tout à l'heure en début de présentation, le système n'a plus besoin du fragment, il a appelé onDestroy. Du coup, je me retrouve avec un fragment qui référence le présenteur qui référence le fragment,
Et rappelez-vous ce que je vous ai dit lorsqu'on a parlé du garbage collector. Je vous ai dit que le garbage collector va pouvoir récupérer la mémoire des objets qui ne sont pas liés directement ou indirectement à GCRoot. Et c'est le cas actuellement. Donc ça pose absolument aucun problème au garbage collector. Donc il va pouvoir récupérer la mémoire de ces objets. Deuxième exemple, on reste sur notre présenteur. Du coup, on va lancer une coroutine cette fois-ci depuis notre fragment. On va appeler la fonction doSomeIntensiveWork. On va simuler un traitement intensif qui va durer à peu près 2 minutes. D'accord ? À la suite de quoi, on va référencer la view avec viewOnIntensiveWorkDone. Okay ? Le postulat est toujours le même. L'utilisateur, à un moment donné, presse back, donc détruit le fragment avant que les 2 minutes soient écoulées. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ce code est une fuite mémoire ? Je vois des oui, 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 public averti. Est-ce qu'à la fermeture du fragment, il y a la coroutine qui est... Non. Oui, du coup, je vous pose la même question cette fois-ci. On était sur le dispatcher default tout à l'heure, donc dans un background thread. Cette fois-ci, on est sur le main thread. Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose ? Je vois des oui, des non. C'est bien une fuite mémoire, en effet. Et Leak Canary va nous le dire. Donc on aura tout en haut à gauche, ici, Leak Canary. Alors, pour information, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais utilisé Leak Canary ici ? Ouais, quelques-uns. Bon, grosso modo, Leak Canary, il est un peu autonome. Vous allez naviguer dans votre application, il va détecter automatiquement les fuites mémoire. Vous n'avez absolument rien à faire. Et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur une notification qui va mettre à jour à chaque fois qu'il trouve une fuite mémoire, et vous allez tomber sur ce qu'on appelle une leak trace. Donc c'est un peu la chaîne de référencement des objets. Okay ? Donc ça, c'est une leak trace liée à la fuite mémoire que je vous ai montrée précédemment. Et en effet, il va nous dire que background leak fragment a leaké, d'accord ? Il va nous dire que le GCRoot est une référence vers un thread. Il va nous dire également la raison pour laquelle Leak Canary pense que c'est une fuite mémoire. Et la raison est que le fragment a reçu unDestroy. Et pourtant, le garbage collector ne l'a pas supprimé. Et enfin, on va avoir ce que j'appelle la chaîne de référencement, c'est-à-dire, on va essayer de comprendre qui garde une référence sur l'objet en question. Et là, on voit quoi ? On voit qu'on a une espèce de coroutine qui est suspendable, qui garde une référence sur le présenteur, qui lui-même garde une référence sur la view à travers la fonction doSomeIntensiveWork. Okay. Donc d'un point de vue de mémoire, si on se schématise tout ça, on va avoir notre GCRoot qui va instancier le fragment, instancie le présenteur garde une référence au fragment, jusqu'à là, rien de nouveau. Le fragment va appeler une fonction publique du présenteur qui va initier la coroutine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de présentation. Un des types des GCRoot est justement les threads actifs. Donc si vous avez un nouveau thread qui est créé, ou même si on est sur le même thread, ça ne va strictement rien changer, vous avez forcément un nouveau GCRoot qui est impliqué. D'accord ? Du coup, vous allez avoir un nouveau GCRoot qui va garder une référence sur le présenteur et lui-même sur la view. L'utilisateur va presser back, le système va appeler onDestroy, le garbage collector va passer. On va bien perdre la référence entre le système et le fragment. Par contre, on a cette coroutine qui garde une référence sur notre présenteur et notre fragment. On a bien une fuite mémoire. Comment on corrige cela ? Assez simplement en vérité. Il suffit de cancel la coroutine scope. Si vous cancelez la coroutine scope, ça va aussi cancel la coroutine. Si vous cancel la coroutine, dans ce cas-là, vous n'avez plus de référence sur la view. J'ai pris l'exemple des coroutines, c'est exactement la même chose pour les RxJava ou pour n'importe quelle API de thread. D'accord ? Il n'y a absolument rien qui change. Toujours penser à appeler cancel, clear, dispose, si c'est un runnable sur un handler, remove, callback, etc. Donc on va résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Donc on a parlé de Leak Canary, de Memo Prefeller, donc c'est des outils qui vont en effet nous aider à détecter les fuites mémoire. Notez que Leak Canary, vous pouvez aussi également l'utiliser pour vos tests instrumentés. D'accord ? Ça marche très bien. Sachez juste que ça va un peu retarder vos tests, ils vont prendre un peu plus de temps parce que forcément, Leak Canary va avoir besoin de dumper la heap. Et encore une fois, dumper la heap est un process qui prend du temps. Toujours se focus sur les root objects, d'accord ? On l'a vu, alors très souvent, ce sera des composants Android, ce sera activity, fragment, etc. Don't forget to cancel your thread API. Je lis en anglais. N'oubliez pas d'annuler vos API de threading. Encore une fois, que ce soit coroutine avec Java, peu importe. Sinon, vous avez de fortes chances de faire une fuite mémoire. Sans doute, l'une des choses les plus importantes de cette présentation, d'accord ? Parce que 90% des fuites mémoire, il faut comprendre, c'est un problème de cycle de vie. D'accord ? Le problème, c'est que vous donnez une référence à Zis, par exemple, à quelqu'un qui va vivre plus longtemps que vous. Donc forcément, si votre objet est détruit avant l'autre objet, il va garder une référence sur vous. D'accord ? Faites très attention parce que c'est très facile de donner Zis,
mais vous pouvez également donner, par exemple, une interface implémentée, donc une callback, d'accord, une classe anonyme. Les classes anonymes gardent aussi une référence sur leur classe parente. Vous pouvez très bien leaker, non pas en donnant this, mais en donnant une callback. Et enfin, si vous détectez une librairie, que ce soit sur une fuite mémoire, sur une librairie ou sur AOS, n'hésitez pas à le reporter. Vous avez issue tracker pour AOSP, ou sinon, vous pouvez aller sur le GitHub de la librairie. C'est tout pour moi. Alors, je sais que vous êtes un peu resté sur votre faim par rapport aux fuites mémoire. Du coup, je vous ai préparé une application Android que vous pouvez scanner si vous le souhaitez, où je développe beaucoup plus de fuites mémoire. Pour chaque fuite mémoire, vous aurez la solution et vous aurez des commentaires qui expliquent pourquoi on solutionne ce problème de cette façon. Également, dans cette application, Leak Canary est déjà installé. D'accord ? Donc, si vous voulez vous exercer avec Leak Canary, vous n'avez pas à développer vos propres fuites mémoire. Il y en a plein déjà dans l'application. Voilà. Sinon, j'ai aussi écrit un article que je m'apprête à publier incessamment sous peu sur Medium. N'hésitez pas à me suivre soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, parce que je le publierai cet article dans ces réseaux-là. Voilà, un grand merci. Écoutez, on a encore un petit peu de temps pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Est-ce que tu pourras répéter les questions ? Oui, bien sûr. Yes. Est-ce qu'il y a des cas où tu avais besoin d'utiliser le profiler plutôt que Leak Canary pour avoir, je sais pas, je sais que le profiler marche également avec un échantillonnage. Comment ça marche par rapport à Leak Canary? Est-ce qu'il y a des cas où ça a été plus... Yes. Donc la question c'est, est-ce que j'ai eu des cas où j'ai eu besoin d'utiliser Memory Profiler à la place de Leak Canary? Alors pour te dire la vérité, moi au tout début j'ai commencé par Memory Profiler et c'est après que j'ai plutôt migré mon utilisation vers Leak Canary. Il faut savoir également que chez InnovOrder, notre stratégie ça a vraiment été de mettre Leak Canary sur tous nos builds de debug. Et ça permet de responsabiliser aussi les développeurs. D'un point de vue personnel, Android Profiler, Memory Profiler, tu vas avoir besoin de jouer un scénario. D'accord? Tu vas devoir dumper la heap manuellement, tu vas devoir forcer un garbage collector. Leak Canary fait tout ça automatiquement. Donc j'ai envie de dire, entre une façon où tu as des démarches à faire et une autre où tu n'as absolument rien à faire, moi je choisis Leak Canary. D'accord? Après, pour revenir à ta question, pour être un peu plus précis, est-ce que j'ai vraiment eu besoin de revenir sur Memory Profiler parce que peut-être Leak Canary n'était pas suffisant? Non, ça m'est jamais arrivé. D'accord? Il me semble que le profiler, il y a maintenant une fonctionnalité pour détecter les leaks, mais ça ne fera pas de manière aussi automatique. Ouais, ça ne sera pas automatique, ouais, tout à fait. Merci pour la présentation. Ouais, je t'en prie. En gros, si j'utilise fragment ou activité avec un ViewModel, mais je lance une coroutine sur le ViewModel scope Ouais. du ViewModel Ouais. lui-même. En gros, et si je fais par exemple l'exemple du délai et je mets sur le fragment Ouais. d'activité, sachant que le ViewModel scope il est cancel pour le ViewModel, Tout à fait. est-ce que là ça risque de bloquer? Yes, vous avez entendu les questions. Qu'est-ce qui se passe dans une architecture MVVM si je vais utiliser le ViewModel Scope? Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur presse back sur le fragment et qu'on détruit le fragment? Tu as répondu à la question. Tout l'avantage justement du MVVM, c'est que lorsque vous allez utiliser votre ViewModel Scope, d'accord, qui fait partie de la classe ViewModel, eh ben, lors du onCleared, il va automatiquement appeler cancel sur le scope. Donc vous n'avez absolument rien à faire à ce niveau-là. Il n'y a absolument aucun problème. Ouais. Faites attention parce que vous pouvez aussi avoir des coroutines dans vos use cases. D'accord? Si vous regardez un peu les recommandations Google, c'est des choses qui peuvent arriver. Et dans ce cas-là, c'est un peu différent. Du coup, il ne fait pas des nouvelles... Non, aucun souci, non. Non, parce que justement, la coroutine va être cancel, donc elle ne va pas garder de référence sur la vue. Ah. J'ai une question en deux parties. En fait, sur Leak Canary, parfois, il peut y avoir des leaks qui reviennent et qui ne sont pas nécessairement dans notre code. Ça peut être soit la plateforme du code AOSP, soit des trucs qui viennent de bibliothèques externes. C'est pour ça que je suis en deux parties. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des fuites de ce type-là? Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans le cas? C'est marrant que tu me poses cette question. Quand j'ai fait cette application, j'étais super gêné. Parce que non seulement j'ai trouvé une fuite mémoire sur AOSP, et j'ai également trouvé une fuite mémoire sur les canaux. J'ai remonté les deux à Pierre-Yves Rico, donc sur leur GitHub. Pour la fuite mémoire AOSP, donc c'était lié au ripple effect. Lorsqu'on clique sur un material button, on l'a remonté du coup sur Issue Tracker. Et sinon, sur la version 2.8.1 de Leak Canary, le toast qui est affiché sur l'écran, qui apparaît lorsque justement Leak Canary va dumper la heap, crée une fuite mémoire derrière. Donc il l'a corrigé dans la dernière version qui est la 2.9.1, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Donc oui, ça arrive.
LeakCanary a quand même un inconvénient, et c'est vrai, j'en ai pas parlé. Il se peut parfois que vous trouviez des fuites mémoire qui ne font ni partie de votre application, ni des librairies tierces que vous récupérez dans votre Gradle. D'accord ? Ça peut être un peu chiant. N'hésitez pas à aller sur GitHub lorsque vous avez un doute. Ok ? Bah, super. Merci.